Moi, il y a deux choses que j'aimerais aborder avant qu'on finisse. La première, c'est le choix de tes comédiens. Il me semble que tu as fait le choix de prendre des gens peu connus, donc Souleymane Brahim, qui a eu un prix pour son interprétation, et Sofiane Kames. Comment est-ce que tu les as castés pour ces rôles? Bon, en fait, je ne les ai pas castés. C'est-à-dire qu'en France, on a encore cette logique, enfin je dis en France, mais partout, hein, de commerce. C'est-à-dire que vous vendez un produit et avant de le vendre, il y a une espèce de préachat, enfin de gens qui se rémunèrent comme ça sur la logique des ventes futures. Donc vous êtes dans une espèce de logique où les comédiens apportent des règles de marché. Voilà, il y a des, je sais pas, presque des baromètres, des fameux comédiens bankable. Ouais, des comédiens bankable, si on veut prendre cet anglicisme un peu barbare, en tout cas des comédiens vendeurs, voilà, et des comédiennes vendeuses. Et donc là, vous avez des partenaires qui viennent, vous êtes en recherche de casting. En l'occurrence, c'est marrant l'histoire, c'est que très vite le film a été proposé à Céline Salette, que j'ai rencontrée, qui était hyper partante, qui était super enjouée pour jouer dans le film. Et Céline attendait un enfant, et donc très vite elle nous a dit je ne peux pas faire le film. Donc là, on n'avait pas de comédienne principale, ce choix avait été fait par les producteurs avant que j'arrive sur le projet. Avec Céline Salette, franchement c'est cool, je la rencontre, c'est super. Et puis en l'occurrence, hop, je me retrouve avec la liberté de faire mon casting. Et puis très vite, vous avez des partenaires très prestigieux qui viennent me voir en disant j'ai une super idée, ce film c'est pour Virginie Efira, il faut que tu travailles avec Virginie Efira. Je dis ouais, bon, enfin, non, mais sinon il y a, je sais pas, enfin il y avait des noms comme ça qui étaient super, hein, fondamentalement, c'est des actrices avec qui j'adorerais travailler, mais pour ce rôle, cet univers, je me suis dit, il faut vous présenter une page blanche. Et moi, j'ai envie de partir avec des gens que je ne connais pas, connais pas dans ce rôle-là. Et puis, il y avait Suliane, que j'avais vu dans Zone Blanche, que j'avais vu à la Comédie Française. Il y avait Sofiane, avec qui j'avais travaillé, qui en l'occurrence n'était pas du tout dans le scénario, parce qu'au départ, le personnage de Sofiane s'appelait Pierre Paquin, viticulteur d'une cinquantaine d'années, un peu bedonnant. Enfin, quand j'ai dit, ça pourrait être Grégory Gadebois, on m'a fait, ouais, ça peut être... C'est dommage, enfin, je pense qu'il a déjà fait ses preuves dans ces rôles-là. Moi, j'aimerais bien peut-être aller vers d'autres comédiens. Puis on ne propose pas à Grégory Gadebois des rôles de dealer. À Sophia, on lui propose des rôles de dealer. J'aimerais bien qu'on switch et puis que chacun prenne une place différente. Donc j'ai dit, moi je voudrais écrire ce rôle et j'ai envie qu'il s'appelle Karim. En l'occurrence, c'est un mec qui, comme elle, est un peu pionnier. Enfin, il fait du vin bio à un moment où on n'en fait pas. Il n'était pas issu du sérail. Il va trouver sa place et il va la couvrir parce qu'il n'est pas comme les autres et elle n'est pas comme les autres non plus. Donc il y a une formidable histoire d'amour à créer. Donc je dis, je veux travailler avec Sofiane Kames. C'est pas hyper vendeur, Sofiane Kames. Si, il va monter, il a fait ce film-là. Oui, en l'occurrence, ok, super. Et puis il y avait un truc artistique qui devait jouer, quoi. Et puis il y avait Souleymane Brahim qui était pareil, une actrice qui était capable de faire des choses incroyables. Je me suis dit, c'est avec elle qu'il faut partir et pas avec une autre. Donc il n'y a pas eu de casting, il y a simplement eu des producteurs qui m'ont protégé aussi, qui ont dit, on laisse juste, on lui fait confiance sur son casting, on va partir avec ces comédiens-là. Et on va avoir une affiche qui est aussi représentative du cinéma d'aujourd'hui, avec des acteurs qu'on ne connaît pas et qu'on devrait connaître. Voilà. Donc à partir de là, je me retrouve presque protégé par un producteur qui repousse les avances, qui repousse justement peut-être ces propositions commerciales qui étaient parfois très délirantes, avec des comédiens qui tout d'un coup vont permettre de faire le film que je souhaitais et pas forcément le film qu'on attendait. Et on a beaucoup parlé de l'aspect visuel du film, mais moi j'aimerais que tu nous parles un peu du son. Parce que dans tous les films fantastiques, il y a un poste sur lequel il faut faire attention, c'est le son, et c'est pour ça que je suis très heureux que tu puisses montrer ce film au cinéma. Comment est-ce que tu as fait pour travailler ton son sur le film, et comment est-ce que tu as trouvé ce son, la nuée des sauterelles? Alors c'est un gros quart d'heure le son, et encore, je vais vraiment vous raconter en détail, donc c'est peut-être une petite demi-heure qui s'ouvre. Merci. Le couvre-feu à sauter. Merci. Non, le son, pour faire vite et pour faire bien, aux États-Unis ils sont 15, vulgairement ils sont 15. Il y a un designer sonore, un monteur son, un monteur de direct, ils savent que c'est une plus-value sur le film, qu'il ne faut surtout pas la sous-estimer. En France, malheureusement, on arrive avec des budgets un peu de fin, et donc on dit à votre monteur son, ce film il faudra 15 semaines pour le faire, on n'a pas assez d'argent, donc on n'a que 8. Il y a plein de choses à faire, tu vas te démerder. On est dans une logique comme ça, on demande beaucoup à ces techniciens. En l'occurrence, Alexandre, c'est le seul que je connaissais qui avait fait mes films avant et qui était apte à monter au combat avec un budget qui n'était pas le sien. Et il a inventé, réinventé avec un bruiteur formidable, un mec qui travaille à Moulins, avec une équipe, et je pense notamment à mon mixeur, Xavier Thuelin,
ils ont, pareil, réinventé un langage, c'est-à-dire que autant on avait modifié cette abeille et ce papillon, autant lui, il a modifié des chants sauterelles, des stridulations, qu'il a emmené, il a composé ce langage, mais c'est très difficile, c'est-à-dire que vous êtes dans des spectres de sons qui font très vite, en fait, ça vous fatigue l'oreille, donc vous avez l'impression d'avoir des marteaux-piqueurs, et vous êtes incapable de faire des bons choix, parce que c'est fatigant, donc vous réduisez, finalement, vous réduisez de trop, donc vous réattaquez, c'est une sorte de langage comme ça qui se fait vraiment sur des périodes qui doivent être assez longues pour permettre à l'oreille de savoir où elle va. Et à partir de là, voilà, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est des logiques. Il y a des logiques qui s'installent, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas. Et puis vous avez un moteur image qui suit le film, qui vous permet de faire les bons choix. Et ça avance comme ça, mais c'était... moi je savais en lisant le scénario, je savais que le son, c'était pour moi le meilleur moyen de créer un climat sur lequel j'avais, comment dirais-je, des trucs et astuces pour emmener la mécanique de l'horreur ou du spectacle un peu plus loin à chaque fois. Si j'avais pas eu ces sauterelles que je pouvais vous mettre dans les oreilles de façon constante, peut-être que ça aurait été vachement plus difficile. Là, en l'occurrence, j'avais envie de vous faire vivre une expérience désagréable, sans vous fatiguer ou vous agacer l'oreille, mais vous amener aussi à une sorte d'implication dans le récit, ou d'immersion dans le récit, qui pouvait donner un plaisir supplémentaire, en tout cas pour partager cette histoire et cette mécanique de l'horreur. Mais ouais, le son, c'était le cœur du film. Et en France, malheureusement, ce cœur-là, il est très pauvre et mis très en arrière par rapport à tout le reste. De plus en plus, on fait attention à ça. Et justement, on a parlé de l'image naturaliste et du coup du son un petit peu plus violent. Mais pourquoi les sauterelles? Je pense que, il y a un peu un sous-texte biblique assez évident avec les 10 plaies d'Égypte, tout ça. Mais on se demande quand même pourquoi les sauterelles, parce que ça aurait pu être des abeilles, ça aurait pu être même des scorpions, quelque chose d'un peu plus violent. Les sauterelles, c'est un truc qu'on a un petit peu moins dans nos sociétés plus européennes, donc pourquoi les sauterelles? Puis c'est gentil, c'est mignon. Je sais pas, je fais un aparté, mais en Chine, j'ai vu des trucs, quand je me documentais, sur des usines de retraitement de déchets avec des cafards en fait, qui mangent les déchets domestiques. Donc on a des hommes qui balayent des déchets, il y a des milliers de cafards qui les recouvrent, ils sont en combinaison, je vous dis. Il y a peut-être un film Les sur cafards en combinaison. les cafards, ils sont là avec des combinaisons, ils sont recouverts de cafards en fait, qui mangent des détritus et qui deviennent de la farine pour les bêtes après, donc c'est aussi un super film. Mais non, je sais pas, les sauterelles, en l'occurrence, c'est pas mon idée originale, donc je vais pas pouvoir te répondre. Moi, j'y voyais pas ça en fait. Une fois de plus, je crois que ce que j'aimais, c'était cette logique de cette femme qui intègre le monde dans lequel elle vit, c'est-à-dire un monde fragile, qui a besoin de se renouveler, qui trouve ce business qui est un business Amazon quelque part, parce qu'elle est aidée par Sephora en Amérique du Sud, il y a cette espèce de traduction instantanée, elle commande, en 3 clics, elle a 3 NAS, elle a des kits, elle a des conseils, on est dans cette logique-là aujourd'hui, on peut monter ce genre de business, à tel point que quand je la voyais vider ses sacs, je me disais, ça marche bien en fait ce truc, c'est pas con. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir que c'était pas assez, quoi. C'est-à-dire que sauterelle ou cochon ou canard ou n'importe quoi, de toute façon, la logique elle est toujours un peu la même. C'est-à-dire qu'on pousse la nature et puis tout d'un coup on crée une catastrophe et on se dit ah merde, j'avais pas vu venir celle-là. C'était un peu prévisible. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas du tout de rapport religieux ou quoi que ce soit avec les sauterelles, ni même amical. Moi j'aime beaucoup les sauterelles. En l'occurrence, ça devenait pour moi la meilleure façon de parler de cette mère courage et de la voir faire les choix qu'elle fait une fois de plus pour ses enfants, mais puis la nature et de l'avenir. Est-ce qu'il y a une question en public? Attention au parlant. Bonjour. Déjà, merci pour le film, c'était très bien. Moi j'ai une question, vous avez parlé tout à l'heure de Petit Paysan, je crois que c'est le directeur photo ou non, animalier qui était sur le Petit Paysan. Est-ce qu'il y a eu vraiment une influence du film du coup, sur ce film-là? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans les médias aussi, il y a eu beaucoup de comparaisons. Je comprends la comparaison, mais finalement elles sont pas si personnelles que ça. Du coup, est-ce que dans votre réflexion personnelle, il y a eu vraiment une influence du coup, sur ce film-là, sur votre film? Moi c'est un vrai coup de cœur, Petit Paysan. Cette espèce de logique de film noir, comme ça, de voir cet homme devenir fou, cet agriculteur perd les moyens et qui continue de mentir, cet engrenage. Moi j'ai adoré ce mélange de film noir avec la réalité. Il n'y avait pas c'était pas gratuit quoi. Et justement, il m'a fait extrêmement peur ce film parce que je voyais des choses qui étaient extrêmement réalistes, qui tout d'un coup me faisaient l'impression de voir un film noir alors que ça ne l'était pas. Donc oui, j'ai envie de dire que toute l'ambition de la nuée, c'était de faire une synthèse entre Petit Paysan et Alien, en réussissant à être un peu du côté de Jeff Nichols
via Take Shelter, enfin ce genre de film qui était un peu le film du milieu. Et clairement, enfin, Un Petit Paysan, c'était une des références. Le film d'Hubert Charvel, pour moi, ça a été une vraie claque. Donc ouais, carrément. Le mieux, c'est un peu Le Petit Paysan qui a merdé, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une question du public? Du coup, je vais peut-être avoir le privilège de poser la dernière question. Alors ouais, moi j'ai une question à te poser. Je te demanderai pas quelles ont été forcément tes inspirations, parce qu'en plus on en a déjà beaucoup parlé, mais je vais poser la question qui fâche plus. Est-ce que dans tes références à toi de films de monstres, est-ce qu'il y a eu un film où tu t'es dit « Ah non, tout sauf ça !» Genre le film à éviter, quand l'anti-référence quoi. Quand tu as fait la nuit, tu t'es dit « Oh, je veux que ça ressemble à tout, sauf à celui-là. » Voilà. Alors, il y a deux choses. J'avais vu un film justement sur les 7 plaies d'Égypte. Comment ça s'appelle? Je sais pas, une attaque de criquet. Il y a un truc où elle se fait littéralement pulvériser par des sauterelles. Je suis, voilà, on n'est pas là-dedans. Puis il y a une autre référence avec Nicolas Cage et les abeilles. Ah oui, The Wicker Man. Je sais plus. C'était voilà. The Wicker Man. Ouais, le remake. Le remake de Wicker Man en 2006. Voilà, Oui, il est couvert d'abeilles. Il est couvert d'abeilles, il se bat, il dit non. Et puis directement, il y avait les oiseaux d'Hitchcock, même si c'était la vraie référence que j'ai pas revue. Ce qu'il a réussi, à l'époque, c'était aussi de faire croire à cette attaque. Les extérieurs sont un peu fragiles et quand on les revoit aujourd'hui, c'est quand même charmant. J'avais peur de ça en fait aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'avais peur d'être bien en dessous de ces effets-là, alors qu'on avait moyen de pouvoir aller peut-être beaucoup plus loin dans le réalisme. Donc j'ai tout de suite, je dirais presque éliminé toutes les attaques directes de sauterelles sur quelqu'un qui devait se débattre, parce que je me suis dit ça va juste être nul quoi. Voilà, pour donner les références, c'était je dirais presque le truc qu'on ne devait pas filmer, c'était quelqu'un se faire attaquer par des sauterelles parce que je savais que ça allait être nul. Voilà. Donc on a toujours après, ou alors cette femme, et puis même, c'était l'image de fin, c'est-à-dire qu'elle se prend un nuage, elle ploie sous quelque chose qui lui tombe dessus. C'est un déluge, plus qu'une attaque version abeille tueuse ou j'en sais rien. Donc tout ça c'était c'était les anti-références. Mais du coup, le déluge, ça a quand même un truc un peu puissant comme discours. Le déluge, il vient de quelle idée à la base? Une fois de plus, je crois que c'est ce qui nous tombe sur la gueule tous les 2 ans, sans vouloir être pessimiste, on le sait, la Covid, Tchernobyl, Fukushima, en l'occurrence, moi j'avais écrit ce court-métrage sur les pluies acides, je me dis peut-être un jour les pluies acides, qui sait, mais c'est ce qui nous tombe littéralement sur la gueule, et c'est de la voir elle tenter de résister. C'était ça que je trouvais super, c'est cette disproportion, c'est-à-dire que c'est pas possible. Elle va plier, et bon, voilà, ce qu'il en reste, c'est aussi une enfant qui se retrouve seule à reconstruire quelque chose. Donc voilà, c'était ça ma logique, c'était construire demain en disant qu'il y a des choses à éviter aujourd'hui. Notamment des logiques. Et du coup, ma dernière question, qui sera en fait deux questions en une. J'aimerais ton regard sur le cinéma de genre en France à l'heure actuelle. On dit beaucoup que la nuée participe à ce décloisonnement de genre, parce qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est en France on ne sait pas faire, le public ne veut pas, et de toute façon les Américains feront mieux. Là, il y a quelques semaines, il y a eu 2 films coup sur coup qui sont sortis, Le Dernier Voyage, Méandre, 2 films la semaine dernière. Plus tard, il y a Teddy. Puis on a eu la chance d'avoir Arnaud Malherbe pour Ogre qui va sortir aussi bientôt. Et toi, tu revendiques, tu assumes le côté, tu ne viens pas du cinéma de genre. Mais j'aimerais avoir ton regard sur peut-être ce décloisonnement français. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de se poser? Et enfin, la deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais me parler de ton projet futur à Cid qui s'appelle Beaufort maintenant, que tu vas réaliser ton deuxième long métrage, avec lequel où tu me disais autant le premier t'étais stressé, autant le deuxième, rien à foutre. Je caricature un peu, mais tu me diras si j'ai peur. On va tout faire péter. Non, alors le cinéma genre, c'est vrai que c'est très sympa d'être sur cette espèce de renouveau et puis d'être le renouveau. Donc c'est vraiment très agréable. Ça, il n'y a pas à en douter. Et puis c'est un outil commercial et marketing. Donc quelque part, je ne fais qu'en profiter. Après, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire renouveau du cinéma genre. Une fois de plus, Thierry me dit assez bien ce qu'on appelle cinéma genre en France, on l'appelle cinéma partout dans le monde. Donc, j'ai pas l'impression d'être le renouveau de quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui une vraie réflexion sur le cinéma et les plateformes, sur le cinéma de demain, sur ce que les salles AVSL vont pouvoir aussi proposer
à un public, proposer un public peut-être différent. Comment on va réussir à faire vivre ce ticket de cinéma et cette exception culturelle de la façon la plus comment dirais-je, la plus active, et quand je dis active, c'est la plus proche du spectateur. Moi, je pense qu'il y a peut-être un renouveau aussi de ces messages et de ce travail de metteur en scène, de réalisateur ou de réalisatrice, sur comment on peut emmener le spectateur dans une histoire et pas forcément lui asséner une histoire qu'il n'a pas envie de voir. Moi, c'est comme ça que j'ai fabriqué ce film. J'ai pensé au spectateur que je suis et des films que j'ai envie d'aller voir et des films que j'ai envie de continuer à aller voir. Donc, je ne sais pas s'il y a un renouveau, je pense qu'il y a des choses qui changent, je pense qu'il y a une vraie question sur demain. Aujourd'hui, j'ai discuté avec mes distributeurs, ils sont hyper embêtés par rapport à la nuée parce que tout d'un coup, il y a une proposition, il y a des critiques, il y a tout un engouement et ça ne marche pas du tout en salle. Alors on se demande, on se dit, mais c'est quoi le problème? C'est la conjoncture, oui, certes, c'est les terrasses, ok, d'accord, c'est plein de choses, mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas se poser des questions de fond sur comment garder la salle de cinéma comme un lieu d'échange, un lieu de plaisir et puis un lieu de culture, et pas un lieu d'entre-soi? Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices à se dire protégeons la salle de cinéma, c'est un lieu de spectacle, c'est un lieu de débat, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de rencontre, et ça c'est hyper important. Donc pour moi, il n'y a pas de renouveau en soi. Il y a des trajectoires qui se ressemblent avec des gens qui sont peut-être, je dirais, soucieux des problématiques, soucieux des problèmes de société et qui les intègrent dans leur sujet. Je pense à Teddy notamment, avec les frères Boukama, c'est un film formidable. Je pense à Arnaud Maniable. Je pense qu'on est tous soucieux de protéger le cinéma en vous proposant un spectacle qui tout d'un coup permette aussi de faire avancer un peu le schmilblick. Donc là, il y a des gens conscients, j'espère que ça va continuer à durer. Et je crois que le plus important, c'est aussi de vous dire que vous êtes acteur de la création. Et souvent, j'explique aux jeunes avec qui je travaille, le ticket de cinéma, ce ticket de cinéma, moi je suis un bénéficiaire de ce ticket de cinéma, c'est-à-dire que j'ai bénéficié de tous les dispositifs du CNC, du court-métrage, même avant le court-métrage, pour arriver jusqu'au long-métrage. Donc j'y crois à cette force du ticket, et si vous avez cru à ce film, protégez ce ticket de cinéma, protégez les salles à essai, ou même les circuits, peu importe, allez au cinéma pour faire des films parce qu'on a besoin, tout simplement. Et sur Acide? Et alors, c'est pas Acide, c'est Eau-Forte, c'est une comédie pareille, avec une image de plus acide et des gens qui courent. En l'occurrence, c'est un projet. Moi, je me suis dit, si je fais La Nuée, ça se trouve, je vais me flinguer sur les sauterelles mutantes. En France, quand vous ratez votre premier film, c'est très dur d'en faire un deuxième. Donc, je me suis dit, advienne que pourra, c'est peut-être mon dernier film, je fais ce que je veux. Là, je me dis pareil pour le deuxième. Donc, c'est une histoire sur ce phénomène qui ressemble à la Covid d'ailleurs. C'est-à-dire que très vite, on se dit. Il est en Afrique, il ne viendra jamais en Europe, c'est un problème qui n'est pas pour nous. Et puis on se retrouve à se prendre ces nuages qu'on ne comprend pas, ces pluies qu'on ne comprend pas, et au milieu il y a une enfant de 12 ans qui est avec des parents qui sont dans une colère, qui ressemble à ce mouvement gilet jaune, avec ceux qui croient au bienfait de cette colère, ceux qui la refusent, et notamment ce père qui allait trop loin sur certains gestes, qui se retrouve avec une étiquette collée, qui est un salaud pour certains, un héros pour les autres. Et il y a cet enfant qui s'aperçoit que ses parents s'écroulent, au milieu d'un monde qui s'écroule, et elle va devenir le seul garant, j'espère, d'un jour nouveau et surtout d'une issue heureuse par rapport à tout ça. Voilà, c'est comment continuer à se poser des questions sur nous à travers les mécaniques du mouvement et je dirais du spectacle qui nous permet de prendre un faux plaisir, mais un petit quand même. En tout cas, on a très hâte de le voir en salle. Merci Jules Philippot. Merci beaucoup. Merci Léa. Merci public.